Joyeux Pi Day! Alors le Pi Day c'est quoi? Eh bien c'est le jour de l'année où tous les mathématiciens, les numériciens et les férus de constantes mathématiques dans le monde entier sortent de leur grotte et se réunissent pour célébrer tous ensemble leur constante mathématique préférée, j'ai nommé Pi, qui se dit Pi en anglais du coup. Pi c'est aussi la tarte, mais ça n'a rien à voir. Mais du coup c'est quand même l'occasion de se faire plaisir. Le Pi Day est célébré chaque année le 14 mars parce que ça fait 3,14, hein, 3,14 des premières décimales de pi, en général c'est ça qu'on retient. Ça reste aujourd'hui une tradition en majeure partie américaine, du moins anglo-saxonne, et là-bas c'est déjà un truc assez underground, hein, c'est vraiment célébré par un groupuscule de mathématiciens auxquels s'adjoignent éventuellement quelques hipsters qui viennent vraiment juste parce que proclamer haut et fort que pi c'est super cool, c'est quand même une opinion assez impopulaire. Du coup bon, sans aller jusqu'à allumer des bougies et vouer un culte transcendantal au dieu de la trigonométrie, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de vous mijoter une petite vidéo sympathique. Aussi, en ce jour du 14 mars 2018, afin de donner un peu de réalité et de tangibilité à cette constante, je vous propose de mesurer pi de plusieurs manières différentes. Et oui, je dis bien mesurer et non pas calculer, parce qu'évidemment en tant que matheux, la meilleure façon d'obtenir une bonne approximation de pi, c'est d'utiliser des suites et des séries connues qui convergent vers pi. Une des plus connues, c'est la série issue du développement de l'arc tangente qui converge vers pi sur 4. En gros, si je calcule cette somme-là avec un nombre de termes assez grand, j'obtiendrai un résultat qui se rapproche de la valeur réelle de pi, sans jamais l'atteindre évidemment, puisque pi est un nombre irrationnel. Je vous renvoie à ma vidéo sur le débat irrationnel que vous trouverez en description. Si ce genre de calcul vous intéresse, et surtout si ça vous fait marrer de voir un mec calculer ces sommes-là tout seul devant un tableau noir sans calculatrice pendant que vous êtes confortablement installé sur votre canapé à siroter un rhum coca et à vous dire qu'il y a des matheux qui ont vraiment rien de mieux à foutre de leur vie, eh bien je vous invite à voir cette très belle vidéo de Stand-up Math où le mec fait ça. Ouais, il fait vraiment ça, ouais. Mais comme je le disais, moi ce qui va m'intéresser, c'est pas d'obtenir une valeur approchée de pi par un calcul immatériel, mais par une série de procédés expérimentaux, de manipulations qui se passent dans le monde réel. Je sais, c'est fou. Du coup, je me défais momentanément de mon attirail de matheux théoricien abstrait pour passer en mode c'est pas sorcier. Yes! On apprécie. J'ai pas porté de blouse de labo depuis le bac de SVT, ça fait plaisir. C'est fou comme le port de la blouse te donne automatiquement d'autorité et de la crédibilité. T'auras beau être docteur en maths, tout le monde te rira au nez, mais dès l'instant où tu mets une blouse, là ça rigole plus les gars. C'est un lupus, Wilson. Wilson. Salut Jamy, alors aujourd'hui on va mesurer pi avec des objets du quotidien de 4 manières différentes. Comme chacun sait, pi est une constante fondamentalement géométrique. Les expériences qu'on va réaliser vont donc mettre en jeu des formes circulaires et des calculs de longueur, d'air et de volume, Jamy. Expérience numéro 1, mesure de longueur. Salut Jamy, et cette imitation est nulle, on dirait que j'ai un cancer de la gorge, Jamy. La base de pi, comme on l'a dit, c'est que c'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Donc l'expérience la plus basique qu'on puisse faire, c'est de prendre des cercles et de mesurer leur circonférence et leur diamètre et de faire le rapport. Grand esprit scientifique, merci, bonsoir. On va commencer petit avec un verre. Mesure du diamètre approximative. Maintenant nous mesurons la circonférence à l'aide de cet outil fantastique. Première erreur qui fait que je suis un scientifique laqué et que j'aurais été recalé au casting de C'est pas sorcier. Ne pas confondre les inches et les centimètres. Ça n'a rien à voir, Jamy. Deuxième objet, le bol. On passe à la petite assiette. Toujours plus grand, toujours plus fort, comme disait Olivier Mine. On passe à l'assiette. Un gros moule à gâteau comme ça. J'aimerais bien trouver un truc encore plus gros. Le bon tabouret. Nickel. Alors conclusion de cette première expérience, on a les approximations de pi qui correspondent à chacun des objets mesurés. Et je trouve au final une moyenne de 3,20. Bon, c'est pas non plus horrible, mais c'est pas tout à fait satisfaisant, on va pas se mentir. En fait le problème je pense c'est que j'ai un peu une erreur systématique qui va tout le temps dans le même sens. La manière dont je mesure mon diamètre, comme je suis pas sûr d'être pile au milieu, donc c'est pas sûr que ce soit pile un diamètre, il a tendance à être trop petit. Et la circonférence, comme je fais le tour, au contraire j'ai tendance à être pas assez serré et donc à être trop grand. Mais bon, pour un homme préhistorique qui a des roues de différentes tailles sous la main, ça peut quand même donner une idée correcte de ce que c'est que pi. Expérience numéro 2, mesure d'air. Une autre formule qui met en jeu pi, c'est celle qui donne l'aire d'un disque en fonction de son rayon. Donc cet air c'est pi fois le rayon au carré. Mais le problème de l'air, contrairement aux longueurs comme précédemment, c'est que c'est un peu galère à mesurer. Mais par contre, qu'est-ce qui est beaucoup plus simple à mesurer que l'air? Ce sont les volumes.
Pour mesurer le volume contenu dans ce verre, je n'ai qu'à le remplir d'eau et mesurer la masse d'eau avec une balance alimentaire. Comme la masse volumique de l'eau c'est 1 kg par litre, 1 g d'eau équivaut à 1 ml et bim, j'ai une mesure des volumes. Or, ce truc étant à peu près cylindrique, la mesure de ce volume est égale à l'aire du disque, qui fait la base du cylindre, multiplié par la hauteur du cylindre. Au final, à partir des mesures de la hauteur, du rayon du cercle de base et du volume correspondant, je récupère une valeur approchée de pi. Ok mon gars, c'est parti. J'ai 176 ml. Je mesure la hauteur correspondante. On va rajouter un peu de liquide et mesurer une nouvelle hauteur. Normalement, cette mesure-là devrait être moins bonne parce que le truc est un peu évasé, donc forcément il devient un peu moins cylindrique. Je mesure le diamètre de ce machin. Ok, j'ai donc fait des mesures de volume pour estimer l'aire de la base de ce verre doseur là, en considérant que c'était un cylindre. J'ai quand même fait deux mesures par mesure de précaution. Oh. Donc une première où j'avais mis 177 ml d'eau, ce qui m'amenait à une hauteur de 4 cm le long du verre doseur. Et j'obtiens une approximation de pi qui est pas dégueulasse. Hein. Et la deuxième est un petit peu moins bonne, j'avais mis un peu plus de volume. C'est-à-dire que ce truc là c'est pas un cylindre parfait, en fait il est un peu évasé. À mesure que je vais avoir une hauteur qui est grande, je vais m'éloigner de la forme cylindrique parce que ça va pouvoir contenir plus de volume que juste le cylindre qui avait cette base là. Ce qui explique pourquoi j'ai une moins bonne valeur pour la deuxième, mais en tout cas du coup on obtient quand même une moyenne où j'ai mon 3,14. Donc c'est cool, je suis content. Expérience numéro 3, mesure de volume. Donc on a vu les formules pour la circonférence d'un cercle, l'aire d'un disque, et ce qui nous manque c'est la formule de dimension 3, à savoir le volume d'une boule. Donc le volume d'une boule de rayon R, il est donné par cette formule-là, 4 tiers de pi R cube. Vous avez compris, on mesure le volume de la boule, et on en déduit une approximation de pi, hein. Une imitation claquée de Jean-Claude Van Damme, c'est tout dans le moulinet des bras, hein. Mais d'abord il faut récupérer des boules, et pour ça il faut que je descende au garage pour récupérer le carton qui contient les boules de Noël. C'est ça qu'on veut voir. On a 3 tailles de boules différentes, c'est nickel. J'ai l'impression de jouer à Motus là. Ah non, perdu Janine, c'est la boule blanche. Un peu de méthodologie quand même, au lieu de mesurer le rayon de la boule, ce qui est quand même un peu galère sans la transpercer, je vais plutôt mesurer sa circonférence, ce qui est beaucoup plus simple à mesurer. Et puis le lien avec le rayon, on l'a vu précédemment, c'est que cette circonférence c'est 2pi fois le rayon. Donc ma formule V égale 4 tiers de pi r cube, elle se traduit en V égale 4 tiers de pi fois C sur 2pi au cube, et donc pi égale ce machin là. Donc à partir d'une mesure du volume de la boule et de la circonférence de la boule, je peux obtenir une approximation de pi. Mais comment mesurer en pratique le volume d'une boule, me direz-vous? Eh bien en utilisant une méthode ancestrale connue par les Grecs, l'immersion dans l'eau. D'après le principe d'Archimède, le volume d'eau déplacé est le même que le volume de la boule immergée. Donc il me suffit d'immerger totalement la boule dans l'eau et de mesurer le volume de l'eau qui a débordé. Bon, on va pas se mentir, je sens bien que cette expérience va être la plus claquée de toutes. Ça risque d'être un beau bordel et ça risque d'être assez imprécis à mon avis. Mais bon, on peut pas en être sûr avant d'essayer. Je vais remplir ce verre doseur à ras-bord. On voit l'espèce d'effet le fameux ménisque, je sais pas si vous avez déjà observé ça. En fait, avec la tension de surface, la surface de l'eau fait une espèce de forme un peu bombée qui dépasse a priori le bord du verre, c'est assez rigolo. Je vais plonger la boule à l'intérieur, ce qui va déplacer un volume d'eau équivalent au volume de la boule. Voilà. Attends, tu vas pas me dire que le volume d'eau c'est le volume de la boule. On se fout de ma gueule ici. Rien n'a coulé. Ça paraît quand même pas beaucoup d'eau. On va la mettre dans ce bol. Toutes les gouttes comptent hein, à ce stade. Chaque goutte compte. Hashtag chaque goutte compte. J'y crois de moins en moins mais on va tenter avec la deuxième boule. Archimède, que le pouvoir d'Archimède soit en moi. Ah voilà, là on apprécie, il y a beaucoup plus d'eau qui coupe. Yes, ça se transforme un peu en vidéo ASMR. En tout cas moi je m'éclate. Je réétalonne ma balance. 93 ml. Et on part sur la grosse boule. Dans le jargon on l'appelle la boule magique. Bra 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 bra. Ça coule Archimède, on pense très fort à toi. Casse dédié Archimède, si représente la Grèce antique. Comme d'habitude normalement, plus mes boules sont grosses, plus mon objet est gros. C'est pas mieux. Moins j'ai d'erreurs relatives quand je fais mes mesures. Donc normalement, je devrais obtenir de meilleurs résultats avec des objets plus gros. Mais il n'y a pas que la taille qui compte, rassurez-vous. Ok,
Ok, 251 ml, messieurs, dames. Bien, maintenant, je vais calculer les circonférences de ces boules. Pour les petites boules, ça va être difficile. Mais bon, les erreurs peuvent peut-être se compenser, hein, ça, on n'en sait rien. Ah non, c'est vraiment nul. Quelqu'un y croit? Sans déconner, les ingénieurs qui envoient des mecs dans l'espace, j'espère qu'ils font pas des calculs claqués à base de j'enroule mon ruban autour d'une petite boule, quoi. Bon. Conclusion de cette expérience fantastique. La formule qui me donne l'approximation de pi, c'est celle-là. Bah, j'obtiens des résultats plutôt miteux, hein, c'est-à-dire que pi est de l'ordre de 3,4, apparemment. On voit quand même que j'ai des approximations de pi qui sont de plus en plus précises à mesure que je prends des boules de plus en plus grosses. Ce qui est quand même normal. Le problème étant, à mon avis, toujours le même, c'est-à-dire que les erreurs expérimentales que j'ai ne se compensent pas, elles s'additionnent. J'ai tendance à avoir un C trop grand et un V trop petit, et donc du coup, j'ai tendance à avoir un pi qui est trop grand par rapport à la vraie valeur de pi, ce qu'on retrouve quand même dans mes mesures. J'essaye de trouver quand même des trucs positifs et intéressants à dire, ok? En vrai, si vous faites ça chez vous, faut faire ça en août avec un gros ballon de plage et une piscine. Là, à mon avis, on a une précision qui est bien meilleure. Mais bon, moi j'aime le charme des boules de Noël, c'est une autre ambiance, quoi. Bon, on passe à la dernière expérience. Dernière expérience, les probabilités. Bon, ma nature de matheux commence à refaire surface et j'en ai un peu marre de mesurer des longueurs, des aires et des volumes. Donc comme chez Rosellan j'en ai pas des tatas, je vous propose de trouver une approximation de pi à l'aide de ceci. La méthode que je vais vous décrire est ce qu'on appelle une méthode de type Monte Carlo, qui sont des méthodes visant à estimer des valeurs numériques à partir de procédés aléatoires. Le nom évoque le quartier de Monte Carlo, à Monaco, qui est connu pour abriter un célèbre casino où l'on pratique les jeux de hasard à s'en faire péter le porte-monnaie, Jamy. Alors je commence par considérer un carré de côté A, qui est une longueur connue. Imaginons un instant que je sache sélectionner un point au hasard de manière uniforme dans mon carré. Alors de manière uniforme, ça veut dire quoi? Eh ben ça doit vouloir dire que chaque point du carré a la même chance d'être choisi. Si j'ai un ensemble à 3 points, choisir de manière uniforme, ça veut dire que chaque point a une chance sur 3 d'être choisi. Si j'ai un ensemble à 4 points, choisir de manière uniforme, ça veut dire que chaque point a une chance sur 4 d'être choisi. Mais ici, le problème, c'est que mon carré, c'est une forme continue, hein, formée d'un nombre infini de points. Donc ça veut dire que moralement, chaque point donné a une chance sur l'infini d'être choisi, c'est-à-dire aucune chance d'être choisi. Oh mon dieu, ça veut dire quoi? En fait, c'est juste pas la bonne façon de définir ce que c'est que le choix uniforme dans ce cas-là. On dira plutôt que si on se donne n'importe quelle zone Z à l'intérieur du carré, la probabilité que le point X choisi au hasard tombe dans la zone Z est égale au rapport entre l'aire de Z et l'aire de mon grand carré. C'est naturel, hein, plus ma zone Z couvre une grande proportion du carré, plus j'ai de chances que mon point X choisi uniformément se trouve dedans. Par exemple, en prenant pour Z une portion correspondant à un quart du carré de base, j'ai naturellement une chance sur 4, c'est-à-dire 25% de chance que mon point au hasard tombe dedans. Bon, alors maintenant je trace au centre de mon grand carré de côté A un cercle inscrit, qui est le plus grand cercle qu'on puisse mettre dans le carré, qui est donc un cercle de diamètre A. Si je tire au hasard un point X uniformément dans le carré, la probabilité que X tombe à l'intérieur du disque, c'est, comme on vient de le dire, l'aire du disque divisé par l'aire du carré. Ce qui va me donner pi fois A sur 2 au carré, divisé par A au carré, soit pi sur 4. Et donc pi est égal à 4 fois cette probabilité que x tombe à l'intérieur du disque, ce qui me donne théoriquement la valeur de pi en fonction de la probabilité que mon point aléatoire tombe dans le disque. Une manière expérimentale d'estimer cette probabilité théorique, c'est de reproduire l'expérience un grand nombre de fois. Je vais tirer au hasard indépendamment plein de points tirés uniformément dans mon carré, et puis la proportion de ces points qui tombent à l'intérieur du disque sera une bonne approximation de la probabilité a priori qu'un point tombe dans le disque. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle communément la loi des grands nombres. Quand le nombre d'expériences répétées indépendamment est grand, la probabilité empirique, c'est-à-dire celle qu'on calcule par l'expérience, converge vers la probabilité théorique, c'est-à-dire la vraie probabilité. Alors tout ça c'est bien joli sur le papier, mais concrètement, comment je fais moi pour simuler le tirage d'un point uniformément au hasard dans mon carré? On veut réaliser une espèce d'expérience aléatoire, donc par nature imprévisible, qui soit à peu près uniformément répartie sur le carré pour sélectionner un point. Donc la première idée qui peut nous venir naturellement en tête, c'est de balancer un truc à l'arrache sur le carré et de marquer le point d'impact. C'est l'approche choisie par la youtubeuse de la chaîne Physics Girl, qui décide d'estimer pi en lançant des fléchettes sur une cible. Alors la vidéo est évidemment en anglais, mais elle est vraiment super sympa, bien expliquée et dynamique et sympa à regarder. Comme toutes les autres, je vous la mets en description. Mais bon, entre nous, cette approche, déjà, elle est
très imprécises, et puis surtout, bon, c'est un petit jeu amusant pour physiciens tout ça. Hein, Physics Girl, hein, tu te crois cool avec tes fléchettes, tes amis et tes expériences en plein air sous le soleil californien, hein? Mais moi je veux une vraie simulation objective. Moi j'ai un esprit scientifique, j'ai une éthique personnelle. Moi je me sacrifie pour mon art, moi. Accrochez-vous bien. Pour tirer un point au hasard uniformément sur mon carré, je vais lancer 10 dés à 6 faces. Je m'explique. Je prends la suite donnée par les 5 premiers dés. Ces 5 chiffres vont déterminer l'abscisse de mon point. Voilà comment. Je commence par diviser le côté de mon carré en 6. Le premier dé indique 3, je vais donc choisir un point dans le 3e segment. Je zoome et je divise ce segment à nouveau en 6. Le deuxième dé indique 2, je vais donc choisir un point dans le 2e sous-segment du 3e segment. Et ensuite je zoome sur ce sous-segment que je redivise de nouveau en 6 et je regarde le 3e dé, etc. Vous avez compris, ces 5 dés me permettent de définir une abscisse aléatoire sur une grille très fine de taille 1 sur 6 puissance 5. Donc ça c'est pour les 5 premiers dés, et puis en utilisant les 5 autres dés, je détermine exactement de la même façon l'ordonnée de mon point aléatoire, et tadam! Le point du carré ayant cette abscisse et cette ordonnée sera mon point choisi au hasard. On vient donc de voir qu'en lançant 10 dés, j'ai moyen de choisir au hasard un point sur mon carré, et la loi de cette sélection sera très proche de la fameuse loi uniforme sur le carré dont je parlais tout à l'heure. Maintenant évidemment, pour estimer la probabilité qu'un point sélectionné au hasard tombe dans le disque, il va me falloir un grand nombre de réalisations, et il va donc falloir que je répète cette expérience un grand nombre de fois. Je vais donc générer 500 points au hasard sur le cercle, en effectuant 500 fois un jet de 10 dés. Je reporterai à chaque fois les chiffres obtenus sur mon ordi, à raison d'une ligne par lancer. En estimant gentiment qu'il me faudra au moins 10 secondes pour reporter les données de chacun des lancers, et partant sur une base de 500 lancers, on peut estimer qu'il me faudra environ 83 minutes, soit 1 heure et 23 minutes, pour réaliser cette expérience. C'est parti. Plus jamais. Ok, après 2 heures passées à lancer des dés en matant des vidéos, j'ai enfin toutes les données qu'il me faut. Elles sont ici, dans ce document texte. 500 lignes de 10 lancers de dés. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est vérifier si mes dés sont pas pipés et si finalement les résultats que j'obtiens sont à peu près uniformément répartis entre 1 et 6. Donc j'importe les données dans mon ordi et puis je vais compter la proportion de 1, de 2, de 3, etc. Voilà, là on a les proportions avec lesquelles apparaissent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sachant que ça c'est 1/6, on voit que ouais, ils apparaissent tous à peu près 1/6 du temps. On dirait que 1 et 5 ont tendance à apparaître un peu plus sur mes données, mais bon, globalement c'est à peu près réparti uniformément, donc mes dés sont pas trop pipés. Bon, du coup maintenant je vais demander à mon ordi de transformer ces données de lancer de dés en données de points sélectionnés sur un carré uniformément comme je l'avais expliqué. Évidemment je vais pas faire ce procédé là à la main sur un vrai carré sur une feuille de papier, sinon j'en ai pour 3 semaines. Donc on va faire ça numériquement, hein. Ok, donc voilà ce que ça donne finalement. Mes dés sont transformés en 500 points générés à peu près uniformément sur mon carré. En rouge ici je délimite le cercle, et puis maintenant pareil informatiquement je vais compter la proportion des points qui tombent à l'intérieur du cercle, ce qui va nous donner une approximation de pi. Attention, l'approximation de pi s'affiche actuellement sur l'écran, elle est ici. La proportion des points à l'intérieur du disque multiplié par 4 nous donne 3,168. C'est à la fois assez émouvant d'avoir jeté des dés pendant 2 heures et arriver à un nombre qui est aux alentours de 3, mais à la fois voir que c'est 3,17, c'est quand même un peu décevant. Oui, c'est minable. Oui, j'ai jeté des dés pendant 2 heures en risquant une embolectomie du canal carpien pour ça. Et en fait, c'était prévisible. Le problème des méthodes de Monte-Carlo, bien qu'elles soient très robustes, c'est qu'elles convergent relativement lentement. C'est-à-dire qu'il faut un très grand nombre d'expériences pour obtenir un encadrement correct. Ici, les calculs montrent qu'avec 500 réalisations, on peut estimer que l'intervalle de confiance à 5% autour de pi est de rayon 0,1. C'est-à-dire qu'à l'issue de mes 2 heures de galère, je peux affirmer avec certitude que pi a 95% de chances de se situer entre ça et ça. J'aurais dû m'en tenir à mesurer des verres.
Et voilà qui conclut cette série d'expériences fantastiques. Encore une fois, joyeux Pi Day à vous tous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, ou tout du moins si vous avez aimé me voir mesurer des assiettes et lancer des dés pendant 2h30, je sais que tu kiffes quand je me fais du mal, Jamie. Eh bien, je vous invite à partager un maximum cette vidéo sur votre mur Facebook, Twitter ou encore par mail à votre tante Janine que vous voyez pas souvent. Je suis sûr que ça lui fera super plaisir et moi ça m'aiderait à me faire connaître et à pouvoir vous proposer des vidéos toujours plus sympathiques et de bonne aloi. Je sais pas ce que veut dire cette expression. N'oubliez pas toutes les vidéos que j'ai mentionnées qui sont encore une fois dans la description. Je vous dis à très bientôt, bye bye. Là, il y a la petite expérience qui se réalise, tout se passe bien, hein. On passe en faire, hein. Non, je suis mathématicien, y a pas de souci, hein. Puis c'est quoi? C'est le cercle, hein. Le cercle, c'est rond, c'est l'infini, ça boucle, ça se reconnecte, hein.